Ce soir-là, en voyant les flammes dévorer ma chambre, j'ai compris une chose. Mourir brûlée vive est terrifiant. Mais être abandonné par son propre fils l'est encore plus. Je m'appelle Axel Petit. J'ai 68 ans. Et je vais vous raconter comment un incendie a tout révélé. Pas seulement les flammes, mais ce qui se cachait derrière les sourires, les baisers du dimanche, les « Maman, tu vas bien ?» prononcés sans jamais attendre la réponse. Vous savez, on croit connaître ses enfants. On croit qu'un lien de sang est une garantie, une assurance contre la trahison. Moi aussi, je le croyais, jusqu'à cette nuit de novembre. Il était 22h30. J'étais dans mon lit, un roman posé sur mes genoux, une tasse de tilleul encore tiède sur la table de nuit. La maison était silencieuse. Trop silencieuse, peut-être. Thibaut et Bianca étaient repartis dîner chez des amis. Ils m'avaient dit qu'ils rentreraient tard. J'avais souri. J'avais dit « Amusez-vous bien, mes chéris ». Mais ce soir-là, quelque chose dans leur regard m'avait glacé, quelque chose que je n'arrivais pas encore à nommer. L'odeur est arrivée d'abord, âcre, chimique, puis la fumée, grise et épaisse, s'est glissée sous la porte de ma chambre comme un serpent. Mon cœur s'est arrêté. J'ai bondi du lit. J'ai couru vers la porte, brûlante, impossible de l'ouvrir. Les flammes dévoraient déjà le couloir. J'ai attrapé mon téléphone. Mes mains tremblaient si fort que j'ai failli le lâcher. J'ai composé le numéro de Thibaut. Le correspondant n'est pas disponible. J'ai rappelé. Encore. Et encore. 10 fois. 20 fois. 30 fois. 57 fois exactement. À chaque sonnerie, je voyais la fumée envahir la pièce. Je sentais mes poumons brûler. Je savais que j'allais mourir. Et lui ne répondait pas. Mon fils, l'enfant que j'avais porté, nourri, élevé seul après la mort de son père. Thibaut, qui me disait encore il y a 3 mois, « Maman, tu es tout ce que j'ai », ne répondait pas. Il n'y avait plus qu'une solution, la fenêtre. J'ai attrapé une chaise, je l'ai fracassée contre la vitre. Le verre a explosé. L'air froid de novembre m'a giflé. J'ai enjambé le rebord, les pieds nus sur le zinc glacé de la gouttière. 2 étages, les flammes derrière moi, le vide devant. Et c'est là que je les ai vus, dans le jardin, Thibaut et Bianca, debout, immobiles. Elle tenait son téléphone, elle filmait, et elle souriait. Pas un sourire de soulagement, non, un sourire satisfait. Mon fils était à côté d'elle, les bras croisés, le visage fermé. Il ne courait pas vers moi, il ne criait pas mon nom. Il me regardait, comme on regarde un problème, qui est en train de se résoudre tout seul. Alors, j'ai fait quelque chose d'étrange, quelque chose que je ne m'explique pas encore aujourd'hui. J'ai planté mes yeux dans l'objectif de ce téléphone, et j'ai souri. Calmement, doucement, comme si je savais quelque chose qu'eux ignoraient encore. Puis, je me suis laissé glisser le long de la gouttière. J'ai sauté dans les rosiers et j'ai marché vers eux, pieds nus, couverte de cendres, le souffle court. Bianca a baissé son téléphone. Thibaut a fait un pas en arrière. J'ai murmuré, d'une voix que je ne me connaissais pas. « Bonsoir, mes chéris. Vous avez passé une bonne soirée ?» Ils n'ont rien répondu. Mais dans leurs yeux, j'ai vu la peur. Et j'ai compris que ce feu n'était pas un accident. Parfois, on fait confiance à ceux qui ne la méritent pas. Et vous, avez-vous déjà été trahi par quelqu'un que vous aimiez? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. J'aimerais vous lire. On dit que l'amour d'une mère est inconditionnel, mais personne ne nous prépare au jour où cet amour devient une faiblesse, exploité par ceux qu'on aime le plus. Pour comprendre ce qui s'est passé cette nuit-là, il faut que je vous ramène en arrière, bien avant le feu, bien avant Bianca, à l'époque où Thibaut était encore mon fils, mon vrai fils. Thibaut est né un matin de mai, sous une pluie fine et douce. Son père, Jean-Marc, était mort 3 mois plus tôt dans un accident de voiture sur l'autoroute A6. Il rentrait d'un salon professionnel à Lyon. Il ne verrait jamais son enfant. J'ai accouché seule. Enfin, seule, c'est un grand mot. Ma sœur Clotilde était là, tenant ma main si fort que j'ai cru qu'elle allait me la briser. Mais Jean-Marc, lui, n'était pas là. Et ce vide, il ne s'est jamais comblé. Quand l'infirmière a posé Thibaut contre ma poitrine, j'ai pleuré. Pas de joie, de terreur. Comment allais-je élever cet enfant toute seule? Comment allais-je être à la fois la mère et le père? Les premières années ont été difficiles. Je travaillais comme comptable dans un cabinet à Neuilly-sur-Seine. Des journées de 10 heures, parfois 12.
Je rentrais épuisé, les pieds gonflés, la tête lourde de chiffres et de colonnes Excel. Mais dès que je poussais la porte de notre petit appartement rue de la Pompe, dès que je voyais Thibaut courir vers moi en criant « Maman !» tout s'effaçait. Il avait ce sourire lumineux, sincère. Il me sautait dans les bras et je respirais l'odeur de ses cheveux, ce mélange de shampoing à la pomme et de biscuits au chocolat. Et je me disais « Ça vaut la peine. Tout ça vaut la peine. » Je lui ai tout donné. Pas seulement l'argent, pas seulement les vêtements, les jouets, les cours de piano qu'il a abandonnés au bout de 6 mois. Je lui ai donné mon temps, mon énergie, ma vie. Quand il avait 8 ans, il voulait un vélo rouge, pas n'importe lequel, un modèle spécifique qu'il avait vu dans une vitrine boulevard Haussmann, 380 €. À l'époque, c'était presque 1 mois de course. Mais j'ai économisé. J'ai sauté des déjeuners. J'ai renoncé à ma coupe de cheveux chez le coiffeur pour me les couper moi-même devant le miroir de la salle de bain. Et le matin de Noël, quand il a découvert ce vélo sous le sapin, il a pleuré de joie. Il m'a serré dans ses bras et il a murmuré « Merci maman, tu es la meilleure maman du monde ». À 16 ans, il voulait partir en voyage scolaire en Irlande. 850 €. J'ai pris un prêt. À 19 ans, il voulait étudier le commerce à l'EDEC. 12 000 € l'année. J'ai vendu les bijoux de ma mère. Une bague en or avec un petit saphir. Un collier en argent. Des souvenirs que je gardais depuis 30 ans. Je ne lui ai jamais dit. Je voulais qu'il soit fier de lui. Pas qu'il se sente redevable. Et puis, il a rencontré Bianca. C'était il y a 4 ans. Il avait 32 ans. Elle, 28. Il me l'a présentée un dimanche après-midi, dans un café près de la place des Ternes. « Maman, voici Bianca. » Elle était belle. Je ne peux pas le nier. Cheveux noirs et brillants, attachés en chignon bas. Peau laiteuse, yeux verts, perçants. Elle portait un chemisier en soie crème et un pantalon noir ajusté. Des escarpins Chanel. Discret mais reconnaissable. Elle m'a tendu la main avec un sourire poli. « Enchantée, Madame Petit. Thibaut m'a tellement parlé de vous. » Sa voix était douce, presque trop douce, comme du miel versé sur du verre. Dès le début, quelque chose m'a dérangé. Pas quelque chose de précis, rien que je puisse expliquer. Juste une sensation. Vous connaissez ce malaise qu'on ressent face à quelqu'un qui sourit trop, qui dit exactement ce qu'il faut dire, au bon moment, avec le bon ton? Bianca était comme ça. Parfaite. Trop parfaite. Au fil des mois, elle s'est installée dans la vie de Thibaut. D'abord, c'était juste quelques nuits par semaine dans son appartement. Puis, elle a emménagé officiellement. Puis, elle a commencé à venir au dîner de famille. Et petit à petit, Thibaut a changé. Oh, pas d'un coup. Non. C'était subtil. Il ne répondait plus à mes appels aussi vite qu'avant. Il ne passait plus le dimanche, comme il le faisait depuis des années. Et quand je lui en parlais, il souriait d'un air gêné. « Maman, tu comprends? Bianca et moi, on a nos projets. On ne peut pas toujours être disponible. Nos projets. Plus mes projets. Plus je. Nous. » 2 ans après leur rencontre, mon mari, enfin, pas mon mari, mais mon compagnon de l'époque, Alain, est mort d'une crise cardiaque. Nous n'étions ensemble que depuis 5 ans, mais il avait été bon avec moi. Doux, attentif. Sa mort m'a dévastée. J'ai appelé Thibaut en pleurs. « Mon chéri, Alain est parti. Je ne sais pas quoi faire. » Il y a eu un silence. Puis il a dit, d'une voix plate, « Maman, je suis désolé. Mais là, c'est compliqué. Bianca et moi, on est en week-end à Deauville. On rentre lundi. On passera te voir. » Lundi, 3 jours après. C'est Clotilde qui est venue, ma sœur. Comme toujours, elle m'a prise dans ses bras, elle m'a laissé pleurer contre son épaule, elle a organisé les obsèques. Thibaut est arrivé le lundi soir. Il m'a embrassé sur la joue. « Désolée, maman. On a eu beaucoup de route. » Bianca était derrière lui, silencieuse, un bouquet de lys blancs à la main. « Toutes mes condoléances, Madame Petit. » Et puis ils sont repartis 1 heure plus tard. Mais le pire est venu 6 mois après la mort d'Alain. Alain m'avait laissé sa maison. Une grande demeure bourgeoise à Maison Lafitte. 4 chambres, un jardin avec des rosiers et un vieux chêne. Une véranda qui donnait sur une pelouse impeccable. C'était trop grand pour moi, trop vide, mais c'était aussi un refuge. Un endroit où je pouvais encore sentir sa présence dans les murs, dans l'odeur du bois ciré, dans le grincement de l'escalier. Un soir, Thibaut et Bianca sont venus dîner.
Bianca a regardé autour d'elle avec un sourire étrange. C'est vraiment magnifique ici, Madame Petit. Vous vivez toute seule dans une si grande maison? Oui, ça ne vous fait pas peur? Une femme seule, à votre âge, à mon âge, 66 ans à l'époque. Comme si j'étais une vieille femme fragile, incapable de se défendre. Thibault a posé sa main sur la mienne. Maman, Bianca et moi, on a réfléchi. Mon cœur s'est serré. On pourrait l'emménager ici, avec toi. J'ai cligné des yeux. Emménager? Ici? Oui. Comme ça, tu ne serais plus seule. On s'occuperait de toi, et puis, cette maison est vraiment trop grande pour une personne. Bianca a souri. On pourrait même t'aider avec les factures, l'entretien. Vous savez, Madame Petit, une maison comme celle-ci, ça coûte cher. J'ai regardé mon fils. Ses yeux évitèrent les miens. Et j'ai compris. Ce n'était pas pour moi, c'était pour la maison. Mais j'ai dit oui, parce que j'avais peur. Peur de perdre mon fils. Peur qu'il disparaisse complètement de ma vie si je refusais. Alors j'ai souri. Bien sûr, mon chéri, ce sera merveilleux de vous avoir ici. 2 semaines plus tard, ils ont emménagé, avec leurs meubles, leurs habitudes, leur vie. Et lentement, très lentement, je suis devenue une invitée dans ma propre maison. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Cela me ferait tellement plaisir de savoir que je ne suis pas seule. Il y a quelque chose de terrible dans le fait de devenir invisible, dans sa propre maison, aux yeux de son propre enfant. C'est une mort lente, silencieuse, que personne ne voit venir. Les premiers mois après leur emménagement ont été étranges, pas catastrophiques. Non, juste déstabilisants. Comme si quelqu'un avait déplacé tous les meubles de ma vie de quelques centimètres. Rien de dramatique, mais suffisamment pour que je me cogne partout. Bianca s'est installée avec une efficacité troublante. Dès la première semaine, elle a réorganisé la cuisine. « Madame Petit, vous ne verrez pas d'inconvénient à ce que je range un peu? C'est juste que, enfin, je cuisine beaucoup, vous comprenez, et j'ai mes habitudes. » Elle a souri. Ce sourire doux, poli, impossible à refuser. « Bien sûr, ma chérie, fais comme chez toi. » Comme chez toi. Ces mots me sont restés dans la gorge pendant des jours, parce que justement, c'était chez moi. Elle a déplacé mes casseroles, mes assiettes, mes tasses. La petite tasse en porcelaine bleue que m'avait offerte ma mère, celle dans laquelle je prenais mon thé chaque matin depuis 20 ans, s'est retrouvée tout en haut du placard. « Oh, pardon, Madame Petit, je ne savais pas que vous l'utilisiez encore. » Elle avait l'air ancienne. Je l'ai mise avec la vaisselle de collection. Collection. Comme si ma vie quotidienne était devenue un musée. Puis elle a changé les rideaux du salon. Ces vieux rideaux beige. Franchement, Madame Petit, ils assombrissent la pièce. J'ai commandé des voilages blancs. Ça va être tellement plus lumineux. Je n'avais rien demandé. Mais je n'ai rien dit. Parce que Thibault était là, souriant, la main sur l'épaule de Bianca. Maman, tu vas voir, ça va être magnifique. Bianca a un goût incroyable. Les rideaux sont arrivés 1 semaine plus tard. Blancs, modernes, impersonnels. Ils effaçaient les anciens, ceux que j'avais choisis avec Alain, un après-midi de printemps, dans une petite boutique de tissus rue de Passy. Je me suis assise dans le canapé et j'ai regardé ces nouveaux rideaux flotter dans le vent. Et pour la première fois, je ne me suis pas sentie chez moi. Puis, ça a été la salle à manger. Madame Petit, ce buffet, il prend tellement de place. Et puis, il est un peu démodé, non? On pourrait le vendre et acheter quelque chose de plus contemporain. Qu'en pensez-vous? Le buffet. Celui que ma grand-mère avait reçu en cadeau de mariage en 1938. Un meuble en chêne massif avec des sculptures délicates sur les portes. Des tiroirs qui sentaient encore la cire d'abeille. J'y rangeais les nappes brodées, les couverts en argent, les photos de famille. J'ai ouvert la bouche pour dire non. Mais Thibault m'a coupé. « Maman, sois honnête. Tu ne l'utilises jamais. Il prend toute la place. Bianca a raison. Bianca a raison. » Ces 3 mots sont devenus une formule magique. Une incantation qui effaçait mes opinions, mes souvenirs, mon passé. J'ai cédé. Encore. Ils ont vendu le buffet sur un site internet pour 800 €. 800 €. Un meuble qui avait traversé 3 générations. Et moi, j'ai souri. C'est une bonne idée, mes chéris. Vous avez raison. Mais ce n'était pas seulement les meubles. C'était aussi ma place. Avant leur arrivée, je prenais mon petit déjeuner dans la véranda face au jardin. C'était mon moment à moi. Mon café au lait,
mes tartines beurrées, le chant des oiseaux, la lumière douce du matin. Un matin, je suis descendue comme d'habitude. Vers 7h30, Bianca était déjà installée dans la véranda. Ordinateur portable ouvert, tasse de thé vert, dossier étalé sur la table. Elle a levé les yeux en me voyant. « Oh, bonjour Madame Petit. Désolée, je travaille de la maison aujourd'hui. J'espère que ça ne vous dérange pas ?»« Non, non, bien sûr que non. » Je suis retournée dans la cuisine. J'ai pris mon café debout, près de l'évier. Ça a recommencé le lendemain, et le surlendemain, et tous les jours suivants. Bianca s'installait dans la véranda à 7h, parfois plus tôt, et moi, je prenais mon café dans la cuisine. Debout, ou dans ma chambre. Un matin, j'ai osé lui demander « Bianca, tu crois que je pourrais utiliser la véranda ce matin ? Juste une demi-heure. » Elle a souri. « Bien sûr, Madame Petit. Mais je suis en visioconférence dans 15 minutes. Ça ne vous ennuie pas d'attendre un peu ?» J'ai attendu. 2 heures. Quand elle a enfin quitté la véranda, il était presque 10 heures. Mon moment était passé. Petit à petit, je me suis adaptée. J'ai changé mes horaires, mes habitudes, mes trajets dans la maison. Je montais l'escalier en silence pour ne pas déranger Bianca quand elle travaillait dans le bureau. Je cuisinais quand elle n'était pas là pour ne pas encombrer la cuisine. Je regardais la télévision dans ma chambre parce que le salon était devenu leur espace. Et Thibaut ne voyait rien, ou plutôt, il ne voulait rien voir. Un soir, j'ai essayé de lui parler. On était seuls dans le jardin. Il arrosait les rosiers. « Mon chéri, tu crois qu'on pourrait dîner ensemble, toi et moi, un soir ? Juste nous deux, comme avant. » Il a froncé les sourcils. « Pourquoi, maman ? Pour rien. Juste pour parler. Mais on parle tout le temps. » « Oui, mais... » Il a coupé l'eau. « Maman, si tu as quelque chose à dire, dis-le maintenant. » Son ton était sec, presque agacé. Je me suis rétractée. « Non, non, ce n'est rien. Laisse tomber. » Il a haussé les épaules. « D'accord. Bon, je rentre. Bianca m'attend pour regarder une série. » Et il est parti, me laissant seule dans le jardin avec mes mots coincés dans la gorge. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à remarquer les chuchotements. Tard le soir, quand je passais devant leur chambre pour aller aux toilettes, j'entendais leur voix, basse, étouffée. Je ne comprenais pas les mots, mais le ton était différent, urgent, calculateur. Un soir, je me suis arrêtée devant leur porte. J'ai retenu ma respiration, et j'ai entendu Bianca murmurer « Pas encore, il faut attendre. Elle ne doit rien soupçonner. » Mon cœur a bondi. Quoi ? Qu'est-ce qu'elle ne devait pas soupçonner ? J'ai voulu écouter davantage, mais le plancher a grincé sous mon pied. Silence immédiat. Puis la voix de Thibaut, plus forte. « Maman, c'est toi ?» J'ai paniqué. « Oui, mon chéri. Désolé. J'allais aux toilettes. D'accord, bonne nuit. » Bonne nuit. Je suis retournée dans ma chambre, le cœur battant. Qu'est-ce que ça voulait dire ? Qu'est-ce qu'il préparait ? Les jours suivants, j'ai observé, discrètement. J'ai remarqué que Bianca recevait souvent des coups de fil. Elle sortait dans le jardin pour répondre, loin de moi. Elle parlait à voix basse, jetant parfois des regards vers la maison. Un après-midi, je l'ai vue depuis la fenêtre de ma chambre. Elle était au téléphone, adossée au vieux chêne, et elle riait. Pas un rire joyeux. Non, un rire froid, calculé. Puis elle a dit quelque chose que j'ai réussi à lire sur ses lèvres. Bientôt, très bientôt. J'ai commencé à fouiller, pas dans leurs affaires. Non, je n'étais pas encore là. Mais je faisais attention. J'écoutais, j'observais, et j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Tous les mercredis soirs, Bianca sortait. « Je vais à mon cours de yoga, Madame Petit. À bientôt. » Elle partait vers 19h. Elle revenait vers 22h. Un soir, j'ai demandé à Thibaut. « Elle fait du yoga, Bianca ?»« Oui. Pourquoi ?»« Pour rien. C'est bien. C'est bon pour la santé. » Mais quelque chose ne collait pas. Bianca ne revenait jamais détendue. Pas comme quelqu'un qui sort d'un cours de yoga. Elle revenait, tendue, énervée, les mâchoires serrées. Et ses vêtements sentèrent la cigarette. Bianca ne fumait pas. Un mercredi soir, je n'ai pas pu résister. J'ai attendu qu'elle parte, puis j'ai pris ma voiture. Et je l'ai suivie. Elle ne s'est pas rendue dans un studio de yoga. Elle s'est garée devant un café, boulevard de la République. Un endroit quelconque, bruyant, des néons blancs, une terrasse bondée. Elle est entrée. J'ai attendu 5 minutes, puis je suis sortie de ma voiture. Je me suis approchée discrètement. Et je l'ai vue, assise à une table au fond avec un homme.
La quarantaine, costume gris, cheveux gominés, il parlait de manière intense. Il avait des documents étalés devant lui. Bianca prenait des notes. Je ne suis pas restée longtemps, juste assez pour voir l'homme glisser une enveloppe vers Bianca. Elle l'a prise, l'a rangée dans son sac, sans un mot. Puis elle s'est levée et ils se sont séparés. Je suis rentrée avant elle, le cœur battant, les mains tremblantes. Qui était cet homme? Qu'est-ce qu'elle faisait? Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai fixé le plafond, les yeux grands ouverts, essayant de comprendre. Et une pensée terrifiante s'est imposée à moi. Bianca préparait quelque chose qui me concernait. Et Thibaut, mon propre fils, était complice. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous? Qu'auriez-vous fait à ma place? Il y a un moment, dans toute trahison, où les mensonges deviennent si nombreux qu'ils commencent à se contredire. C'est là qu'on comprend qu'on n'a jamais été folle, on a juste été aveugle. Après cette nuit blanche, j'ai pris une décision. Je n'allais plus ignorer les signes. Je n'allais plus me dire que j'imaginais des choses. J'allais chercher la vérité, même si cette vérité me détruisait. Les jours suivants, je suis devenue une ombre dans ma propre maison. Je me levais plus tôt, je me couchais plus tard. J'écoutais, j'observais, je notais, pas comme une espionne. Non, comme une mère qui sent que son enfant est en danger. Sauf que cette fois, le danger venait peut-être de lui. J'ai commencé par les papiers. Un mardi matin, pendant que Bianca était sortie faire des courses et que Thibaut était au travail, j'ai fouillé leur chambre, les mains tremblantes, le cœur cognant si fort que j'avais peur qu'on l'entende depuis la rue. Je me suis d'abord dit « Axel, qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas le droit, c'est leur intimité. » Mais une autre voix, plus forte, murmurait « Tu as tous les droits, c'est ta maison, ta vie. » J'ai ouvert le tiroir de la table de nuit de Bianca, des magazines, des crèmes pour les mains, un carnet noir. J'ai hésité, puis je l'ai ouvert. À l'intérieur, des listes, des chiffres, des dates, des noms. Rien de très clair au début. Mais en tournant les pages, j'ai vu quelque chose qui m'a glacé. Une page entière consacrée à moi. En haut, écrit en lettres capitales, Axel Petit, patrimoine. En dessous, une liste détaillée, Maison Laffitte, estimation 1,2 million €. Compte épargne, BNP, environ 85 000 €, assurance vie, Alain Moreau. 150 000 €, bénéficiaire, AP, bijoux, estimation basse. 12 000 €, meubles anciens, buffet, commode, miroir, 15 000 €. Mon sang s'est glacé. Elle avait tout recensé, tout évalué, comme si j'étais un inventaire, un actif à liquider. Plus bas, une autre note, écrite en rouge. Thibaut, Jacques, héritier unique. Pas de testament contraire. Vérifié auprès de Laurence, notaire. Je me suis assise sur le lit, les jambes coupées. Elle planifiait, elle comptait, elle attendait. Mais elle attendait... Quoi? Ma mort. Le mot m'a frappé comme une gifle. Elle attendait ma mort. J'ai refermé le carnet. Je l'ai remis exactement à sa place. J'ai quitté la chambre en silence, les mains glacées, et je suis montée dans la mienne. Je me suis enfermée, je me suis assise au bord du lit, et j'ai pleuré. Pas de grands sanglots. Non, juste des larmes silencieuses qui coulaient, sans s'arrêter. Mon fils, mon propre fils. Était-il au courant? Était-il complice? Ou bien Bianca le manipulait-elle, elle aussi? J'ai voulu croire à la deuxième option, désespérément. Parce que l'idée que Thibaut, mon Thibaut, puisse vouloir ma mort pour de l'argent, c'était insupportable. Mais au fond de moi, je savais qu'il savait. Les jours suivants, j'ai observé Thibaut différemment. Chaque geste, chaque mot, chaque regard. Et j'ai vu ce que je refusais de voir avant. Il ne me regardait plus dans les yeux. Quand je lui parlais, il fixait un point au-dessus de mon épaule, ou son téléphone, ou ses mains, jamais mes yeux. Comme s'il avait honte, ou pire, comme s'il s'entraînait déjà à vivre sans moi. Un soir, j'ai voulu tester quelque chose. On était tous les trois dans le salon. Thibaut lisait un magazine. Bianca tapotait sur son ordinateur. Moi, je faisais semblant de regarder la télévision. Et soudain, j'ai dit « Thibaut, mon chéri, j'ai réfléchi. Je crois que je vais refaire mon testament. » Le silence a été immédiat. Bianca a arrêté de taper. Thibaut a relevé la tête, le regard figé. « Ton testament ? » « Oui. Ça fait des années que je ne l'ai pas mis à jour.
Avec la mort d'Alain, les choses ont changé. Je me dis qu'il faudrait que je répartisse mieux mes biens. Peut-être faire un don à une association. Ou à Clotilde. Elle a toujours été là pour moi. Thibault a pâli. Bianca, elle, a souri. Mais un sourire crispé, forcé. C'est une excellente idée, Madame Petit. Il faut toujours penser à l'avenir. Mais sa voix tremblait légèrement. Thibault, lui, ne disait rien. Il fixait ses mains. Puis, au bout de quelques secondes interminables, il a murmuré « Maman, pourquoi tu veux changer ton testament ? Je suis ton fils. C'est normal que j'hérite, non ?» J'ai senti mon cœur se briser. Parce qu'il ne disait pas « Maman, tu vas bien ? Pourquoi tu penses à ça maintenant ?» Non, il disait « C'est normal que j'hérite. » Comme si c'était la seule chose qui comptait. J'ai souri doucement. « Bien sûr, mon chéri. C'est juste une idée. Ne t'inquiète pas. D'accord. Bon. » Et il est retourné à son magazine. Mais ses mains tremblaient. Cette nuit-là, je les ai encore entendus chuchoter. Plus fort que d'habitude, des voix tendues, presque agressives. Je me suis levée. J'ai marché pieds nus jusqu'à leur porte. Et cette fois, j'ai collé mon oreille contre le bois. « Tu es fou ?» disait Bianca. « Si elle change son testament, on perd tout. »« Je sais. Alors fais quelque chose. Parle-lui. Convainc-la que c'est une mauvaise idée. » Et je lui dis quoi, Bianca ? Que je veux hériter. Tu lui dis ce qu'il faut. Tu es son fils, merde. Elle t'écoute. Silence. Puis la voix de Thibault, plus basse, presque inaudible. Et si on accélérait les choses ? Mon sang s'est figé. Accélérer les choses. Qu'est-ce que ça voulait dire ? Non. La voix de Bianca était ferme. Pas encore. C'est trop risqué. Il faut que ça ait l'air naturel. Naturel. J'ai reculé, la main plaquée sur ma bouche pour ne pas crier. Mes jambes tremblaient tellement que j'ai failli tomber. Je suis retournée dans ma chambre. J'ai verrouillé la porte et je me suis assise par terre, le dos contre le lit, les genoux repliés contre ma poitrine. Il voulait me tuer. Mon fils, mon propre fils, voulait me tuer. Je suis restée comme ça jusqu'à l'aube, immobile, figée, essayant de comprendre comment j'en étais arrivée là, comment l'enfant que j'avais porté, nourri, aimé, protégé, pouvait vouloir ma mort. Mais au milieu de cette douleur insoutenable, quelque chose d'autre est né, quelque chose de froid, de lucide, une détermination. Je n'allais pas mourir, pas comme ça, pas pour eux. Le lendemain matin, j'ai pris rendez-vous chez mon médecin, pas parce que j'étais malade, mais parce que je voulais des preuves, des analyses de sang, des examens, des certificats médicaux prouvant que j'étais en parfaite santé, parce que si quelque chose m'arrivait, je voulais qu'on sache que ce n'était pas naturel. Puis, le surlendemain, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais imaginé faire. J'ai installé une caméra dans ma chambre, une petite caméra discrète, cachée dans un cadre photo sur ma commode. Je l'avais achetée sur Internet. Elle enregistrait en continu et envoyait les images sur une application sur mon téléphone. Je ne savais pas encore ce que j'allais découvrir, mais je savais que je devais me protéger. Et puis, il y a eu l'incident de l'escalier. C'était un jeudi après-midi. Je descendais les marches pour aller chercher du thé dans la cuisine, mes pieds nus sur le bois ciré, et soudain, j'ai glissé, violemment. Mon pied gauche s'est dérobé sous moi, comme si quelqu'un avait tiré un tapis. Je suis tombée en avant, les mains tendues pour amortir la chute. J'ai dévalé 4 marches. Mon épaule a heurté la rambarde, ma hanche, le bois dur. J'ai crié. Thibault est sorti du salon en courant. « Maman !» Il m'a aidé à me relever. « Ça va ? Qu'est-ce qui s'est passé ?»« Je ne sais pas. J'ai glissé. Tu es blessé ? » ?»« Non, juste choquée. » Bianca est apparue en haut de l'escalier. Elle me regardait, immobile. Et dans ses yeux, j'ai vu quelque chose. Pas de l'inquiétude. De la déception. Une fois remise sur mes pieds, j'ai examiné l'escalier. Et j'ai vu, sur la 3e marche, une fine pellicule grasse, presque invisible, de l'huile. Quelqu'un avait huilé la marche. J'ai relevé les yeux vers Bianca. Elle avait disparu. Ce soir-là, j'ai vérifié les images de ma caméra. À 6 heures du matin, pendant que je dormais encore, Bianca était entrée dans ma chambre. Elle avait fouillé dans mes tiroirs, regardé mes documents. Puis, elle était ressortie. Silencieuse comme un fantôme. J'ai tout enregistré, tout sauvegardé. Sur mon téléphone, sur une clé USB, sur un cloud,
et j'ai pris une décision. Le lendemain matin, je suis allée au commissariat de police. J'ai demandé à parler à quelqu'un en privé. On m'a installé dans un petit bureau. Un officier de police, la quarantaine, l'air fatigué, s'est assis en face de moi. « Madame, que puis-je faire pour vous ?» J'ai respiré profondément. Puis j'ai dit, d'une voix calme, « Je crois que mon fils et sa compagne veulent me tuer. » L'officier a cligné des yeux. « Pardon ? Je ne suis pas folle. J'ai des preuves. J'ai tout raconté. Le carnet, les chuchotements, l'huile sur l'escalier, la caméra dans ma chambre. J'ai montré les vidéos, les photos, les notes. L'officier m'a écouté en silence. Puis il a dit, « Madame Petit, ce que vous me décrivez est très grave. Mais pour l'instant, nous n'avons pas assez d'éléments pour ouvrir une enquête officielle. Mais, par contre, je vais enregistrer votre témoignage. Et si quelque chose vous arrive, nous saurons. » Il a tapé mon témoignage sur son ordinateur. Il m'a fait signer. Et il m'a tendu une carte. « Si vous sentez que votre vie est en danger, appelez immédiatement. D'accord ? » « D'accord. » Je suis sorti du commissariat, le cœur un peu plus léger. Parce que maintenant, quelqu'un savait. Quelqu'un d'autre que moi. Et si quelque chose m'arrivait, il ne pourrait pas dire que c'était un accident. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Quand on sait qu'on va mourir, chaque journée devient à la fois insupportable et précieuse. On observe tout différemment. Les visages, les gestes, les silences et surtout, les mensonges. Les jours qui ont suivi ma visite au commissariat ont été les plus étranges de ma vie. J'étais toujours dans ma maison, toujours avec eux. Mais je n'étais plus la même. Je jouais un rôle, celui de la vieille femme naïve, fragile, confiante. Alors qu'à l'intérieur, j'étais en alerte permanente. Je vérifiais tout, ma nourriture, mon thé, mes médicaments. Je ne buvais plus rien que je n'avais pas préparé moi-même. Je ne mangeais plus les plats de Bianca sans les avoir vus préparés du début à la fin. Et la nuit, je verrouillais ma porte de l'intérieur. Thibault a remarqué. « Maman, pourquoi tu fermes ta porte maintenant ?»« Oh, c'est juste, j'ai du mal à dormir ces derniers temps. Le verrou me rassure. Tu as peur de quelque chose ?» Il me fixait, les yeux plissés. « Non, non, c'est juste l'âge, mon chéri. On devient fragile, fragile. » Le mot qu'il voulait entendre. Il a souri. Soulagé. « D'accord. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu m'appelles. »« Merci mon chéri. » Mais ce qui m'a vraiment alerté, c'est arrivé une semaine après ma visite au commissariat. Un lundi matin. Bianca est entrée dans la cuisine pendant que je prenais mon café. Elle avait un air différent, presque joyeux. « Madame Petit, j'ai une bonne nouvelle. »« Ah oui ? Thibault et moi, on a décidé de vous offrir un petit voyage. » Mon cœur s'est serré. « Un voyage ? » « Oui, vous travaillez tellement, vous vous occupez tellement de nous. On s'est dit que vous mériteriez quelques jours de repos. » Elle a posé une brochure sur la table. Un hôtel spa, en Normandie, face à la mer. 3 jours, tout compris. Massage, soins, piscine. Vous allez adorer. J'ai regardé la brochure. Elle avait l'air magnifique, trop magnifique. C'est très gentil de votre part, mais je ne sais pas si... Maman, s'il te plaît. Thibault venait d'entrer dans la cuisine. « Accepte, ça nous ferait plaisir. » Il s'est approché. Il a posé sa main sur mon épaule. « Tu mérites de te reposer. » J'ai regardé sa main. Cette main qui, enfant, serrait la mienne dans la rue. Cette main qui me faisait des dessins à l'école. Cette main qui, maintenant, voulait peut-être me tuer. « D'accord, c'est très gentil, merci. » Bianca a souri largement. « Parfait. Je vais réserver pour la semaine prochaine. » Dès qu'ils sont sortis de la cuisine, j'ai pris la brochure. J'ai cherché l'hôtel sur Internet. Les avis étaient excellents. Mais quelque chose clochait. Pourquoi maintenant? Pourquoi ce voyage soudain? Qu'est-ce qu'il préparait pendant mon absence? J'ai appelé Clotilde, ma sœur, la seule personne en qui j'avais encore confiance. « Clotilde, il faut que je te parle. »« Qu'est-ce qui se passe, Axel? Tu as une drôle de voix. »« Je ne peux pas en parler au téléphone. »« On peut se voir? » « Bien sûr. Quand? Maintenant. » On s'est retrouvés dans un café près de la gare Saint-Lazare. Clotilde m'attendait déjà, une tasse de thé devant elle. Dès qu'elle m'a vue, elle a froncé les sourcils. « Mon Dieu, Axel, tu as maigri. »« Je sais. »« Qu'est-ce qui se passe ?» Je lui ai tout raconté. Tout. Le carnet, les chuchotements, l'huile sur l'escalier.
ma visite au commissariat, et maintenant, ce voyage. Clotilde m'a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai fini, elle a posé sa main sur la mienne. « Axel, tu es sûr ? » ?»« Oui. »« Mais c'est Thibaut, ton fils ? » ?»« Je sais. » Elle a secoué la tête, les larmes aux yeux. Je n'arrive pas à y croire. Ce petit garçon que j'ai vu grandir, moi non plus, je n'y croyais pas. Mais maintenant, je n'ai plus le choix. Clotilde a respiré profondément. D'accord. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Si quelque chose m'arrive, promets-moi que tu iras voir la police, que tu leur diras tout. Axel, arrête, il ne va rien t'arriver. Promets-le-moi. Elle a serré ma main plus fort. Je te le promets. En rentrant chez moi, j'ai trouvé Bianca dans le salon. Elle était au téléphone. Dès qu'elle m'a vue, elle a raccroché précipitamment. « Ah, Madame Petit, vous étiez sortie ? » ?»« Oui, juste une course. » »« D'accord. » Elle me fixait avec un sourire étrange, comme si elle savait quelque chose, comme si elle attendait quelque chose. Cette nuit-là, j'ai encore vérifié les images de ma caméra. À 2h du matin, Bianca était entrée dans ma chambre. Elle s'était approchée de mon lit. Elle m'avait regardé dormir, pendant au moins 5 minutes, immobile, silencieuse. Puis, elle était repartie, sans un bruit. Le lendemain, Bianca m'a annoncé que le voyage était réservé. Vous partez vendredi. 3 jours magnifiques vous attendent. Merci, ma chérie. Mais je savais que je n'irais pas. Le jeudi soir, j'ai fait semblant de préparer ma valise. Thibaut est venu m'aider. Tu as pris ton maillot de bain ? Oui. Et tes médicaments ? Oui. Il me regardait avec une tendresse forcée, comme s'il jouait un rôle, lui aussi. Maman, tu sais que je t'aime, n'est-ce pas ? Mon cœur s'est brisé. Oui, mon chéri, je sais. Quoi qu'il arrive, n'oublie jamais ça. Quoi qu'il arrive. Ces mots m'ont glacé. Thibaut, pourquoi tu me dis ça ? Pour rien. Juste pour que tu le saches. Il m'a embrassé sur le front. Puis, il est sorti de ma chambre. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai passé des heures à regarder le plafond, les mains serrées sur ma poitrine. Et j'ai pris une décision. Le vendredi matin, jour du départ prévu, je me suis levée très tôt. 4h du matin. J'ai pris ma valise. Je l'ai descendue discrètement. Puis je l'ai cachée dans le garage. À 7h, Bianca est descendue. Elle m'a trouvée dans la cuisine, en train de prendre mon café. « Madame Petit, vous n'êtes pas encore partie ? » ?»« Non, j'ai annulé. » Son visage s'est figé. « Annulé ? Pourquoi ? Je ne me sens pas bien. Je préfère rester ici. Mais tout est payé. Je rembourserai. » Elle a serré les mâchoires. « Vous êtes sûre ? » ?»« Oui, désolée. » Elle est remontée à l'étage. J'ai entendu des voix étouffées. Thibaut et elle. Des voix tendues, nerveuses. Puis Thibaut est descendu. « Maman, qu'est-ce qui se passe ? » ?»« Je t'ai dit, je ne me sens pas bien. Mais, Thibaut, s'il te plaît, j'ai besoin de repos. Ici, chez moi. » Il m'a fixé longuement, comme s'il cherchait à lire dans mes pensées. Puis il a haussé les épaules. « D'accord, comme tu veux. » Mais dans ses yeux, j'ai vu de la colère et de la peur. Les jours suivants ont été insupportables. L'atmosphère dans la maison était glaciale. Bianca ne me parlait presque plus. Thibaut était distant, froid. Et puis, il y a eu cet appel. C'était un mercredi soir, 20h. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. « Allô ? Madame Petit ? » ?»« Oui. Ici l'officier Marchand, du commissariat. » Mon cœur a bondi. « Oui ? Je voulais juste prendre de vos nouvelles. Tout va bien ? » ?»« Oui, pour l'instant. »« Bien. N'hésitez pas à nous contacter si quoi que ce soit vous inquiète. »« Merci. » J'ai raccroché. Et j'ai remarqué Bianca, en haut de l'escalier. Elle m'avait entendu. Son visage était livide. Elle a tourné les talons et elle a disparu dans sa chambre. 2 heures plus tard, j'ai entendu des bruits, des portes qui claquent, des pas précipités, des chuchotements urgents, puis le silence. Un silence lourd, menaçant. Et c'est cette nuit-là, cette nuit de novembre, que tout a basculé. À 22h30, j'étais dans mon lit, mon roman sur les genoux. La maison était silencieuse, trop silencieuse. Et puis, l'odeur, la fumée, les flammes, le piège s'était refermé. Mais cette fois, j'étais prête. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place ? Il paraît qu'au moment de mourir, toute notre vie défile devant nos yeux. Moi, ce soir-là, ce n'est pas ma vie que j'ai vue défiler. C'est la vérité, toute la vérité. Nue, brutale, insoutenable.
Quand la fumée a commencé à envahir ma chambre, ma première pensée n'a pas été pour ma vie. Elle a été pour eux, pour mon fils, pour cette femme, et pour tout ce qu'ils m'avaient volé. Pas l'argent, pas la maison, mais l'illusion que j'étais aimée. J'ai attrapé mon téléphone, les mains tremblantes, la gorge déjà brûlante à cause de la fumée qui s'infiltrait sous la porte. J'ai composé le numéro de Thibault. Le correspondant n'est pas disponible pour le moment. J'ai rappelé. Encore. Et encore. À chaque sonnerie, je sentais la panique monter. Pas parce que j'avais peur de mourir, mais parce que je voulais savoir. Je voulais entendre sa voix. Je voulais qu'il me prouve que j'avais tort, que tout ça n'était qu'un terrible malentendu. Mais il ne répondait pas. 10 appels, 20, 30, la fumée devenait épaisse, noire, irrespirable. Mes poumons me brûlaient, mes yeux pleuraient. Je toussais si fort que j'avais l'impression que mes côtes allèrent se briser. 40 appels, 50. Je me suis traînée jusqu'à la porte. J'ai touché la poignée. Brûlante, j'ai retiré ma main en criant. La peau de ma paume était rouge, cloquée. Les flammes dévoraient le couloir. Je les voyais danser sous la porte, voraces, impatientes. Elles voulaient m'atteindre, elles voulaient me consumer. 54 appels, 55, 56. Et à chaque sonnerie, je comprenais un peu plus. Ils savaient que j'étais là. Ils savaient que je brûlais. Et ils ne répondaient pas. 57 appels. Puis j'ai arrêté, parce que j'ai compris que je n'avais plus le temps de pleurer, que je n'avais plus le temps de supplier, que si je voulais survivre, je devais agir. La fenêtre, c'était ma seule chance. J'ai attrapé une chaise. Une vieille chaise en bois que m'avait offerte ma mère il y a 40 ans. Je l'ai soulevée, les bras tremblants, et je l'ai fracassée contre la vitre. Le verre a explosé dans un bruit assourdissant. Des éclats partout. Sur le sol, sur mes pieds nus, sur mes mains. Mais je ne sentais rien. L'adrénaline, la peur, la rage, tout ça me rendait insensible. L'air froid de novembre m'a giflé. Un air glacial qui m'a fait tousser encore plus fort. Mais c'était de l'air pur, de l'air qui ne me tuait pas. J'ai enjambé le rebord de la fenêtre. Mes pieds se sont posés sur le zinc glacé de la gouttière. 2 étages au-dessus du sol. En dessous, les pavés du jardin. Durs, impitoyables. Si je tombais, je mourrais. Mais derrière moi, les flammes rugissaient. Si je restais, je mourrais aussi. Alors j'ai avancé, un pied, puis l'autre, lentement, prudemment. La gouttière grinçait sous mon poids. Le métal tremblait. Et c'est là que je les ai vus. Dans le jardin, éclairés par la lumière orange des flammes. Thibault et Bianca. Ils étaient debout, côte à côte, immobiles. Bianca tenait son téléphone. Elle filmait. Pas les flammes. Non, elle me filmait. Moi, accroché à cette gouttière, luttant pour ma vie. Et elle souriait. Pas un sourire nerveux. Pas un sourire de soulagement. Non, un sourire satisfait. Presque triomphant. Et Thibault, mon fils, mon propre fils, il était là. Les bras croisés, le visage fermé. Il me regardait, mais il ne bougeait pas. Il ne criait pas mon nom. Il ne courait pas vers moi. Il me regardait, comme on regarde un problème, qui est en train de se résoudre. Tout seul, quelque chose s'est brisé en moi à cet instant. Pas mon corps, mon âme, parce que j'ai compris, vraiment compris, que mon fils ne m'aimait plus, peut-être même qu'il ne m'avait jamais aimé. Pas vraiment, pas comme un fils doit aimer sa mère. Il m'aimait pour ce que je pouvais lui donner, l'argent, la maison, l'héritage, mais pas pour ce que j'étais, pas pour moi. Et cette vérité était pire que les flammes. Alors j'ai fait quelque chose que je ne m'explique toujours pas complètement. J'ai planté mes yeux dans l'objectif de ce téléphone, dans cet œil froid et mort qui me filmait, et j'ai souri. Pas un sourire de désespoir, pas un sourire de peur, non, un sourire calme, serein, presque amusé, comme si je savais quelque chose qu'eux ignoraient encore. J'ai vu Bianca baisser légèrement son téléphone, surprise, déstabilisée. J'ai vu Thibault faire un pas en arrière, incertain, parce qu'il ne s'attendait pas à ça. Il s'attendait à me voir supplier, pleurer, hurler, mais pas sourire. Alors j'ai continué. J'ai glissé le long de la gouttière, centimètre par centimètre, jusqu'à atteindre le toit de la véranda. Puis je me suis laissé tomber. J'ai atterri dans les rosiers. Les épines m'ont lacéré les bras, les jambes, les pieds.
J'ai senti le sang couler, chaud, poisseux, mais j'étais vivante. Je me suis relevée, lentement. Mes jambes tremblaient, mes poumons brûlaient, mes mains saignaient, mais je me suis relevée, et j'ai marché vers eux, pieds nus, couvertes de cendres, les cheveux emmêlés. Le souffle court. Bianca a baissé son téléphone. Thibaut a reculé d'un pas. Je me suis arrêtée à 2 mètres d'eux, et j'ai murmuré, d'une voix que je ne me connaissais pas, « Bonsoir, mes chéris. Vous avez passé une bonne soirée ?» Le silence, un silence lourd, oppressant. Thibaut a ouvert la bouche, puis il l'a refermée, comme un poisson hors de l'eau. Bianca, elle, a essayé de sourire, mais son sourire tremblait. « Madame Petit, mon Dieu, vous allez bien ?» J'ai ri, un rire sec, cassé. « Tu me demandes si je vais bien, Bianca ?» Oui, le feu, c'est terrible. On a appelé les pompiers. Mensonge. Il n'y avait aucune sirène, aucun bruit de camion, rien. Vraiment? Vous avez appelé les pompiers? Oui, bien sûr. J'ai regardé Thibaut. Et toi, mon chéri? Tu as appelé les pompiers aussi? Il a baissé les yeux. Oui, bien sûr. Étrange. Parce que moi, je t'ai appelé 57 fois, et tu n'as jamais répondu. Son visage s'est vidé de toute couleur. Je n'ai pas entendu. Tu n'as pas entendu. 57 fois. Mon téléphone était en silencieux. Bien sûr. Bianca a posé sa main sur le bras de Thibaut. Madame Petit, vous êtes sous le choc. C'est normal. Venez, rentrons. On va vous soigner. Rentrez, dans cette maison en flammes. Quelle ironie. Non, je ne rentre pas. Mais je vais attendre les pompiers. Dehors. Bianca a serré les mâchoires. Comme vous voulez. Puis, enfin, j'ai entendu les sirènes. Au loin. Mais qui se rapprochait? Thibaut a pâli. Ils arrivent. Oui, ils arrivent. 2 camions de pompiers se sont garés devant la maison. Des hommes en tenue orange ont bondi, déroulant les tuyaux, criant des ordres. Un pompier s'est approché de moi. « Madame, vous êtes blessée ?»« Un peu, mais ça va. On va vous emmener à l'hôpital. »« Non, pas tout de suite. » Il a froncé les sourcils. « Madame, vous avez respiré beaucoup de fumée. Il faut vous faire examiner. »« D'accord. Mais avant, il faut que je parle à la police. »« La police ? » ?»« Oui, parce que ce feu n'était pas un accident. » Le pompier m'a regardé, surpris. Puis il a hoché la tête. « D'accord, je préviens le capitaine. » 20 minutes plus tard, 2 officiers de police sont arrivés. L'un d'eux était l'officier Marchand, celui à qui j'avais parlé au commissariat. Dès qu'il m'a vu, son visage s'est durci. Madame Petit. Officier Marchand. Racontez-moi. Je lui ai tout dit. Le feu. Les 57 appels ignorés. Bianca qui filmait. Thibaut qui regardait. Il a pris des notes, puis il s'est tourné vers Thibaut et Bianca. Monsieur Petit, Madame, vous étiez où quand le feu a commencé? Bianca a souri. Ce sourire doux. Parfait. Nous étions sortis dîner. Quand nous sommes rentrés, la maison brûlait. On a immédiatement appelé les pompiers. Mensonge. L'officier Marchand a hoché la tête. Et vous n'avez pas vu votre mère appeler? 57 fois? Thibaut a baissé les yeux. Mon téléphone était en silencieux. Pratique. L'officier s'est tourné vers moi. Madame Petit, vous avez une idée de la cause du feu? Oui. Thibaut et Bianca se sont figés. L'incendie a commencé dans ma chambre, mais je n'ai allumé aucune bougie, aucun appareil électrique, rien. Quelqu'un a mis le feu. Volontairement. Bianca a ri, un rire nerveux. Madame Petit, vous êtes sous le choc. Vous dites n'importe quoi. Non, je sais exactement ce que je dis. L'officier Marchand m'a regardé longuement. Puis il a dit « Madame Petit, vous voulez porter plainte ?» J'ai respiré profondément. Et j'ai dit « Non, je ne veux pas porter plainte. » Tout le monde m'a regardé, stupéfait. Même Thibaut, même Bianca. Je ne veux pas porter plainte, parce que j'en ai déjà déposé une, il y a 2 semaines, au commissariat. Pour tentative d'homicide. Le silence, un silence de mort. Bianca a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Thibaut a reculé d'un pas. L'officier Marchand a souri. Pas un sourire joyeux, un sourire professionnel. Exactement, Madame Petit. Je m'en souviens très bien. Vous avez déposé un témoignage circonstancié, avec des preuves, des vidéos, des photos, des enregistrements audio. Il s'est tourné vers Thibaut et Bianca. Et ce soir, vous venez de confirmer ses soupçons.
Bianca est devenue livide. Je ne comprends pas. On n'a rien fait. Vraiment? Alors pourquoi Madame Petit a-t-elle filmé son propre fils et sa belle-fille en train de planifier sa mort? Thibault a chancelé. Quoi? Madame Petit a installé une caméra dans sa chambre il y a 3 semaines. Et elle a tout enregistré. Vos conversations, vos entrées nocturnes dans sa chambre, tout. Bianca a fait un pas en arrière. C'est illégal. Non, madame. Filmer dans sa propre chambre n'est pas illégal. Par contre, tenter d'assassiner quelqu'un, ça, c'est illégal. Et là, j'ai vu, dans leurs yeux, la peur, la vraie peur, celle qu'ils voulaient me faire ressentir, celle que j'avais ressentie pendant des semaines. Mais maintenant, c'était leur tour. L'officier marchand s'est approché de Thibault. « Monsieur Petit, je vais devoir vous demander de nous suivre au commissariat, pour un interrogatoire. Mais je n'ai rien fait. On verra ça. Madame aussi. » Il a fait signe à Bianca. « Vous ne pouvez pas faire ça, » a crié Bianca. « On a des droits. » « Oui, et Madame Petit aussi. Le droit de vivre. Ils ont été emmenés. Menottes au poignet, sous mes yeux. Et moi, je suis restée là, debout, vivante, regardant ma maison brûler, regardant ma vie passer partir en fumée. Mais pour la première fois depuis des mois, je respirais, vraiment. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous? Qu'auriez-vous fait à ma place? On dit que la justice est aveugle. Mais moi, je crois qu'elle voit tout. Elle attend juste le bon moment. Et quand ce moment arrive, elle frappe avec une précision terrible. Les jours qui ont suivi l'incendie ont été les plus étranges de ma vie. J'étais à l'hôpital, chambre 312, vue sur un parking gris. Les médecins m'avaient regardé en observation pour inhalation de fumée et brûlure superficielle. Rien de grave, disaient-ils. Mais ils ne comprenaient pas. Ce n'était pas mon corps qui avait besoin de soins. C'était mon âme. Clotilde venait me voir tous les jours. Elle s'asseyait à côté de mon lit, tenant ma main comme quand nous étions petites. « Tu as été si courageuse, Axel. » Je n'ai pas été courageuse. J'ai juste refusé de mourir. C'est la même chose. Elle m'apportait des nouvelles de l'extérieur, des nouvelles de l'enquête, des nouvelles de... lui. Ils les ont gardées au commissariat toute la nuit, m'a-t-elle dit le 3e jour, pour interrogatoire. Et alors? Bianca a nié. Évidemment. Elle dit que c'est un accident, que tu es une vieille femme confuse qui invente des histoires. J'ai souri amèrement. Et Thibault? Clotilde a baissé les yeux. Thibault? Elle a hésité. Thibault a craqué. Mon cœur s'est serré. Qu'est-ce que tu veux dire? Après 6 heures d'interrogatoire, il a tout avoué. J'ai fermé les yeux. Tout. Il avait tout avoué. Qu'est-ce qu'il a dit exactement? Clotilde a sorti un papier de son sac. L'officier marchand m'a autorisé à te lire un extrait du procès-verbal, si tu veux l'entendre. Oui. Elle a déplié le papier. Sa voix tremblait légèrement. Déposition de Thibault Petit, 36 ans, fils de la victime. Question. Monsieur Petit, connaissiez-vous les intentions de Madame Moretti concernant votre mère? Réponse. Oui. Question. Depuis combien de temps? Réponse. Depuis environ 6 mois. Question. Et vous n'avez rien fait pour l'en empêcher? Réponse. Silence. Question. Monsieur Petit, répondez à la question. Réponse. Non, je n'ai rien fait. Question. Pourquoi? Réponse. Parce que j'avais besoin d'argent. Clotilde s'est arrêtée. Elle pleurait. Tu veux que je continue? Oui. Question. Vous aviez besoin d'argent. Et pour cela, vous étiez prêt à quoi exactement? Réponse. À hériter. Question. Vous vouliez que votre mère meure pour toucher l'héritage? Réponse. Silence. Question. Monsieur Petit, répondez. Réponse. Je ne voulais pas qu'elle meure. Pas vraiment. C'est Bianca qui a tout organisé. Moi, j'ai juste laissé faire. Question. Vous avez laissé faire. Vous saviez que Madame Moretti prévoyait de mettre le feu à la maison, et vous n'avez rien dit? Réponse. Je pensais que maman s'en sortirait, qu'elle allait juste avoir peur, et partir, quitter la maison, nous la laisser. Question. Et les 57 appels de votre mère cette nuit-là, pourquoi n'avez-vous pas répondu? Réponse. Bianca m'a dit de ne pas répondre. Elle a dit que si je répondais, tout serait fichu, que maman comprendrait, qu'il fallait qu'elle pense qu'on n'était pas là, qu'on ne savait rien. Question. Mais vous saviez qu'elle brûlait, et vous n'avez rien fait. Réponse. Sanglots. Je suis désolée, je suis tellement désolée.
Clotilde a replié le papier. Ses mains tremblaient. Voilà, c'est tout ce que j'ai pu obtenir. Je n'ai rien dit. Je ne pouvais rien dire. Parce qu'entendre ces mots, entendre mon fils avouer qu'il m'avait laissé brûler, c'était pire que les flammes. Axel, tu veux que j'arrête? Non, continue, dis-moi tout. Clotilde a respiré profondément. Bianca, elle, n'a rien avoué. Elle accuse Thibaut de tout. Elle dit qu'elle ne savait rien, qu'il a tout inventé pour se défendre, qu'elle n'a jamais voulu te faire de mal. Bien sûr. Mais les preuves sont accablantes, les vidéos que tu as enregistrées, les enregistrements audio, le carnet avec l'inventaire de tes biens, les témoignages de l'homme qu'elle rencontrait tous les mercredis. L'homme? Oui, il s'appelle Franck Delvaux, un expert en assurance et en succession. Bianca le payait pour qu'il l'aide à calculer la valeur exacte de ton patrimoine et à planifier. Elle s'est arrêtée. À planifier quoi? À planifier le meilleur moment pour que tu meures. J'ai fermé les yeux. Le meilleur moment pour que je meure. Et l'incendie? Ils ont trouvé comment il a commencé? Oui. Les pompiers ont retrouvé des traces d'essence dans ta chambre, sur le tapis, sous ton lit. Bianca avait aspergé toute la pièce pendant que tu dormais. Puis elle a installé un dispositif retardateur, une simple bougie placée dans un récipient rempli d'essence. Elle l'a allumée avant de partir, soi-disant, dîner avec Thibaut. La bougie a brûlé lentement, puis a mis le feu au récipient. Et tout s'est embrasé. Une bougie, un dispositif si simple, si banal et si mortel. Ils vont être condamnés? Oui. Le procureur parle de tentative d'homicide avec préméditation, de mise en danger de la vie d'autrui, d'escroquerie aussi, parce qu'ils t'ont fait signer des papiers. Quels papiers? Clotilde a hésité. L'officier marchand a trouvé des documents, des procurations, des autorisations bancaires, signés de ta main. Ils te les ont fait signer petit à petit, sous prétexte de t'aider avec la gestion de la maison. Mais en réalité, ils avaient déjà commencé à transférer de l'argent. 75 000 € de ton compte épargne, vers un compte au nom de Bianca. 75 000 €. L'argent que j'avais économisé pendant 40 ans. Mon Dieu, ils pensaient que tu ne t'en rendrais jamais compte, ou que tu serais morte avant. J'ai regardé par la fenêtre, le parking gris, les voitures, les gens qui allaient et venaient, des vies normales, des vies simples. Pourquoi la mienne était-elle devenue si compliquée? Clotilde, est-ce que tu l'as vu? Qui? Thibaut. Elle a baissé les yeux. Oui. Comment est-il? Détruit. Bien. Clotilde m'a regardée, surprise. Axel, quoi? Tu veux que j'aie pitié de lui? Qu'est-ce que tu veux que je dise, Clotilde? Qu'il est mon fils et que je lui pardonne? Ma voix tremblait de rage. Il m'a laissé brûler. Il a regardé cette maison s'embraser en sachant que j'étais à l'intérieur. Et il n'a rien fait. Alors non. Je n'ai pas pitié. Clotilde a hoché la tête, les larmes aux yeux. Je comprends. Mais au fond de moi, quelque chose se brisait encore. Parce que, malgré tout, malgré la trahison, malgré la haine, malgré la douleur, c'était toujours mon fils. Le 5e jour, l'officier marchand est venu me voir à l'hôpital. Il s'est assis à côté de mon lit, son carnet à la main. « Madame Petit, comment vous sentez-vous » Aussi bien qu'on peut se sentir quand on a failli être assassiné par son propre enfant. Il a hoché la tête. « Je suis désolé pour ce qui vous est arrivé. Vraiment. Merci. Je voulais vous tenir informé de l'avancée de l'enquête. Thibaut et Bianca sont en détention provisoire. Ils vont être jugés dans les prochains mois. Avec les preuves que nous avons, la condamnation est quasiment certaine. Combien de temps? Pour tentative d'homicide avec préméditation, escroquerie et mise en danger. On parle de 15 à 20 ans de prison. Peut-être plus pour Madame Moretti, vu qu'elle était l'instigatrice. 15 à 20 ans. Et mon fils? Votre fils bénéficiera peut-être d'une réduction de peine grâce à ses aveux. Mais il fera de la prison quand même. Au minimum 10 ans. 10 ans. Thibaut en prison. Mon petit garçon. Madame Petit, il veut vous voir. Mon cœur s'est arrêté. Quoi? Il demande à vous parler. Non. Il dit qu'il a besoin de s'expliquer, de vous demander pardon. Je ne veux pas le voir. L'officier a hoché la tête. Je comprends. Il s'est levé. Puis, avant de partir, il s'est retourné. Madame Petit, je sais que c'est difficile. Mais, parfois, fermer une porte sans l'avoir ouverte une dernière fois, ça laisse des regrets. Et il est parti. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je fixais le plafond, les yeux grands ouverts, pensant à Thibaut,
à ce petit garçon qui courait vers moi en criant « Maman !» à cet adolescent qui me disait « Tu es la meilleure maman du monde !» à cet homme qui m'avait laissé brûler. Qui était-il vraiment? L'avais-je jamais connu? Le lendemain matin, j'ai dit à Clotilde « Je veux le voir. Tu es sûre? » « Non, mais je dois le faire. » 3 jours plus tard, je suis sortie de l'hôpital. Clotilde est venue me chercher. Elle m'a conduite directement au centre de détention provisoire de Nanterre, un bâtiment gris, froid, impersonnel, des barreaux, des portes métalliques, des couloirs interminables. On m'a installée dans une petite salle, une table, 2 chaises, une vitre épaisse au milieu. Et j'ai attendu. 5 minutes, 10 minutes, puis la porte s'est ouverte, et il est entré. Thibaut. Mais ce n'était plus mon fils. C'était un homme brisé, maigre, pâle, les cheveux sales, les yeux cernés. Il portait un survêtement gris, trop grand pour lui. Il s'est assis en face de moi. Nos regards se sont croisés. Et pour la première fois depuis des mois, il a pleuré. Pas des larmes discrètes, non. Des sanglots profonds, douloureux, comme un enfant. Maman, sa voix était cassée. Maman, je suis tellement désolée, tellement désolée. Je ne disais rien. Je le regardais. Cet homme qui était mon fils, cet étranger. Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'étais perdue. Bianca, elle m'a fait croire que c'était la seule solution. Que tu étais vieille, que tu allais bientôt mourir de toute façon. Que j'allais mourir de toute façon. J'ai répété ces mots lentement. Oui, c'est ce qu'elle disait. Et j'ai cru. Je l'ai écouté. Et tu m'as laissé brûler. Il a baissé la tête. Oui. Tu as ignoré 57 appels. Oui. Tu m'as regardé accroché à cette gouttière. Et tu n'as rien fait. Oui. Il pleurait tellement fort que ses épaules tremblaient. Maman, s'il te plaît, pardonne-moi. J'ai regardé cet homme. Et j'ai cherché quelque chose, un geste, un mot, un regard. Quelque chose qui me ferait dire « Oui, c'est mon fils. Il mérite mon pardon. » Mais je n'ai rien trouvé. Thibaut, ma voix était calme, froide. Tu veux que je te pardonne? Je comprends. C'est humain, mais j'ai respiré profondément. Mais je ne peux pas maintenant, peut-être jamais. Il a relevé la tête, les yeux rouges. Maman, tu m'as trahi de la pire des façons. Tu as choisi l'argent, tu as choisi cette femme, tu as choisi de me laisser mourir. Et maintenant, tu veux que je te soulage de ta culpabilité. Mais ce n'est pas mon rôle, plus maintenant. Mais je suis ton fils. Oui, tu es mon fils. Et c'est pour ça que ça fait encore plus mal. Il a tendu la main vers la vitre, comme s'il voulait me toucher. Maman, s'il te plaît, ne me laisse pas comme ça. Comme tu m'as laissé, il a reculé sa main. Je vais passer 10 ans en prison. Peut-être plus, et je n'aurai que ça. Cette image, toi, me regardant, avec ce regard vide, sans amour. C'est le prix de tes choix, Thibaut. Je me suis levée. Maman, attends. Adieu, Thibaut. Non, pas adieu, s'il te plaît. Mais je suis partie, sans me retourner. Parce que si je m'étais retournée, j'aurais peut-être cédé. J'aurais peut-être pardonné. Et je ne voulais pas. Pas encore. Peut-être jamais. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous? Qu'auriez-vous fait à ma place? On me demande souvent si j'ai eu ma revanche. Je réponds toujours la même chose. Je n'ai jamais cherché la revanche. J'ai juste laissé la vie faire son travail. Et la vie, elle a une mémoire implacable. 6 mois après l'incendie, ma vie avait complètement changé. J'avais quitté la maison de Maison Laffitte. Trop de souvenirs, trop de douleurs. Les murs portaient encore les traces de la fumée. L'odeur persistait, malgré les travaux de rénovation. Et chaque fois que je montais l'escalier, je voyais cette marche, celle avec l'huile. J'ai vendu la maison pour 900 000 €, moins que sa valeur réelle, mais je m'en fichais. Je voulais juste partir. Avec l'argent, j'ai acheté un petit appartement à Paris, rue de la Roquette, dans le 11e arrondissement. 60 mètres carrés, 2 pièces, une terrasse avec des géraniums. Simple, lumineux, anonyme, exactement ce dont j'avais besoin. Clotilde venait me voir toutes les semaines. On prenait le thé sur ma terrasse, regardant les toits de Paris. On parlait de tout et de rien. Jamais de Thibaut, jamais de Bianca. C'était une règle tacite entre nous. Mais parfois, malgré moi, je pensais à lui, à ce petit garçon qui courait dans le jardin, à cet adolescent qui rêvait de devenir architecte, à cet homme qui m'avait trahi. Et je me demandais
Où tout a-t-il basculé? À quel moment ai-je perdu mon fils? Un matin de mai, Clotilde est arrivée avec un journal. Elle avait l'air gênée. « Axel, il faut que tu vois ça. » Elle a posé le journal sur la table. Page 12. Un article. Procès pour tentative d'homicide à Nanterre. Un fils et sa compagne jugés pour avoir tenté de tuer sa mère. J'ai lu l'article en silence. Le procès de Thibaut Petit, 36 ans, et de Bianca Moretti, 32 ans, s'est ouvert hier au tribunal de grande instance de Nanterre. Les deux accusés sont jugés pour tentative d'homicide avec préméditation, escroquerie et mise en danger de la vie d'autrui. Les faits remontent au mois de novembre dernier, lorsque Madame Axel Petit, 68 ans, a échappé de justesse à un incendie criminel dans sa maison de Maisons-Laffitte. Selon l'enquête, l'incendie avait été orchestré par Madame Moretti, compagne du fils de la victime, dans le but de récupérer l'héritage. Les aveux de Monsieur Petit ont été déterminants dans l'instruction du dossier. Lors de son interrogatoire, il a reconnu avoir eu connaissance du plan et avoir laissé sa mère en danger mortel. Le procureur a requis 20 ans de réclusion criminelle pour Madame Moretti et 15 ans pour Monsieur Petit. J'ai reposé le journal. Mes mains tremblaient. « Tu veux y aller ?» a demandé Clotilde. « Au procès ? » « Non. »« Tu es sûre ? » ?»« Oui. » Mais c'était un mensonge. Le lendemain, je suis allée au tribunal. Seule. Sans prévenir Clotilde. Je ne voulais pas qu'elle essaie de me dissuader. Je me suis assise au fond de la salle, discrète, invisible. La salle était presque pleine. Des journalistes, des curieux, des étudiants en droit. Tout le monde voulait voir la mère qui avait failli être tuée par son fils. Puis ils sont entrés. Thibaut d'abord, encadré par 2 gendarmes. Il portait un costume gris, trop grand pour lui. Il avait encore maigri. Ses cheveux avaient éblanchi sur les tempes. Il n'avait que 36 ans, mais il en paraissait 50. Puis, Bianca. Elle, par contre, n'avait pas changé. Toujours belle, toujours élégante. Un tailleur noir, des talons discrets, les cheveux tirés en chignon. Elle marchait la tête haute, sans la moindre trace de culpabilité sur le visage. Ils se sont assis côte à côte, mais ils ne se regardèrent pas, comme 2 étrangers. Le procès a commencé. Le procureur a lu l'acte d'accusation, les faits, les preuves, les aveux. Tout était là, noir sur blanc. Puis il a appelé le premier témoin, l'officier Marchand. Il a raconté son enquête, la déposition que j'avais faite 2 semaines avant l'incendie, les vidéos que j'avais enregistrées, les conversations que j'avais filmées. Madame Petit, a-t-il dit, a eu le courage et la lucidité de se protéger. Sans ces preuves, sans son témoignage anticipé, nous n'aurions jamais pu prouver la préméditation. Puis il a montré une vidéo, sur un grand écran. C'était une des vidéos que j'avais enregistrées. On y voyait Bianca entrant dans ma chambre à 6 heures du matin. Elle fouillait mes tiroirs. Elle prenait des papiers, les photographiait avec son téléphone. Puis, elle repartait. La salle était silencieuse. Bianca, elle, regardait ailleurs, comme si cette vidéo ne la concernait pas. Puis le procureur a appelé un autre témoin, Franck Delvaux, l'homme que Bianca rencontrait tous les mercredis. Il est entré, nerveux, les mains moites. Il a prêté serment. « Monsieur Delvaux, » a commencé le procureur, « pouvez-vous nous expliquer la nature de votre relation avec Madame Moretti ? J'étais son conseiller financier. » « Conseiller financier. Que lui conseillez-vous exactement ?» Il a baissé les yeux. Elle voulait savoir comment maximiser un héritage, comment éviter les droits de succession, comment transférer des actifs sans éveiller les soupçons. Et vous l'avez aidé. Oui. Saviez-vous que cet héritage n'existait pas encore, que la personne dont elle parlait était encore en vie ? Silence. Monsieur Delvaux, répondez. Je m'en doutais, mais je ne posais pas de questions. Vous ne posiez pas de questions. Le procureur s'est tourné vers le jury. Voilà, des gens qui ne posent pas de questions, qui ferment les yeux, qui permettent à des prédateurs comme Madame Moretti d'opérer en toute impunité. Puis il a appelé le témoin suivant. Moi. Mon cœur s'est arrêté. Madame Axel Petit. Je me suis levée, lentement. Toute la salle s'est tournée vers moi. Thibaut m'a vu. Son visage s'est décomposé. Il a ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. Je suis montée à la barre. J'ai prêté serment. Madame Petit, a commencé le procureur. Merci d'être venue. Je sais que c'est difficile. Oui. Pouvez-vous nous raconter ce que vous avez vécu ? J'ai respiré profondément. Et j'ai raconté. Tout. La mort d'Alain.
L'arrivée de Bianca et Thibaut dans ma maison. Les changements subtils, les objets déplacés, les meubles vendus, le sentiment de devenir invisible, les chuchotements nocturnes, le carnet avec l'inventaire de mes biens, l'huile sur l'escalier, ma visite au commissariat, et enfin, l'incendie. Quand j'ai vu mon fils et Bianca dans le jardin, ai-je dit, quand j'ai vu qu'ils ne faisaient rien, j'ai compris. Compris quoi? Que je n'étais plus une mère pour lui. J'étais juste un obstacle. Ma voix s'est brisée. Un obstacle entre lui et l'argent. Le procureur a hoché la tête. Madame Petit, avez-vous quelque chose à dire aux accusés? J'ai regardé Thibaut. Il pleurait. Puis, j'ai regardé Bianca. Elle me fixait, impassible. Oui, j'ai quelque chose à dire. J'ai tourné mon regard vers Bianca. Vous m'avez pris mon fils. Vous l'avez manipulé. Vous l'avez transformé en quelqu'un que je ne reconnais plus. Vous avez essayé de me tuer. Et pourquoi? Pour de l'argent, pour une maison, pour des biens matériels. J'ai respiré profondément. Mais vous savez ce qui est ironique? Vous avez tout perdu. Vous allez passer les plus belles années de votre vie en prison. Et à votre sortie, vous n'aurez rien. Ni argent, ni maison, ni liberté. La vie vous a tout repris. Bianca a serré les mâchoires, mais elle n'a rien dit. Puis je me suis tournée vers Thibaut. Et toi? Ma voix tremblait. Toi, je ne sais même pas quoi te dire. Tu étais mon fils, mon seul enfant. Je t'ai tout donné, tout sacrifié. Et tu m'as trahi, de la pire des façons. Il sanglotait maintenant. Mais tu sais ce qui me fait le plus mal? Ce n'est pas que tu aies voulu mon argent. C'est que tu aies arrêté de m'aimer. Et ça, je ne te le pardonnerai jamais. Je suis descendu de la barre. Thibaut criait « Maman, maman, s'il te plaît !» Mais je ne me suis pas retourné. Le verdict est tombé 3 jours plus tard. Bianca Moretti, 20 ans de réclusion criminelle. Thibaut Petit, 12 ans de réclusion criminelle. Clotilde me l'a annoncé au téléphone. « C'est fini, Axel, c'est fini !» J'ai raccroché et j'ai pleuré. Pas de soulagement, pas de joie, juste de la tristesse. Une tristesse infinie. Parce que oui, ils allaient me payer. Oui, la justice avait été rendue. Mais mon fils était perdu. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu une lettre de Thibaut. Je l'ai laissée sur ma table pendant 2 jours, sans l'ouvrir. Puis un soir, j'ai fini par céder. J'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur, 2 pages manuscrites. « Maman, je sais que tu ne veux plus me parler. Je sais que tu ne me pardonneras peut-être jamais. Et je le comprends. Mais il faut que tu saches quelque chose. Bianca est partie. Elle a demandé le divorce. Elle a dit à son avocat qu'elle ne voulait plus rien avoir à faire avec moi, qu'elle ne m'avait jamais aimé, que j'étais juste un moyen. Et tu sais quoi? Elle avait raison. Je n'étais qu'un moyen. Pour elle, pour l'argent, pour la maison. Mais moi, je l'aimais. Du moins, je croyais l'aimer. Maintenant, je comprends. Je n'aimais pas Bianca. J'aimais ce qu'elle me faisait croire que je pouvais devenir. Quelqu'un de riche, de puissant, de libre. Mais j'ai tout perdu. Je suis en prison, seule, abandonnée. Même mes anciens amis ne veulent plus me parler. Et chaque nuit, je revois cette scène. Toi, accroché à la gouttière, les flammes derrière toi. Et moi, qui ne faisais rien. Je me déteste, maman. Je me déteste tellement. Je ne te demande pas de me pardonner, je sais que c'est impossible. Mais s'il te plaît, ne m'oublie pas complètement. Parce que toi, tu es tout ce qu'il me reste. Ton fils, Thibaut. J'ai replié la lettre, les mains tremblantes, et j'ai pleuré. Parce que même après tout ça, même après la trahison, la douleur, l'horreur, il était encore mon fils. Et ça ne changerait jamais. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Bianca m'avait traité comme un obstacle. Aujourd'hui, elle est seule, enfermée, sans rien ni personne. Thibaut avait choisi l'argent, et il a tout perdu. Je n'ai pas eu besoin de me venger. Le karma s'en est chargé. Le pardon n'est pas un cadeau qu'on fait à l'autre. C'est une libération qu'on s'offre à soi-même. Mais cette libération a un prix. Et parfois, ce prix est trop lourd à payer. 2 ans ont passé depuis le procès. 2 ans depuis cette nuit de novembre où j'ai failli mourir. 2 ans depuis que j'ai perdu mon fils. Ma vie a continué. Lentement, douloureusement, comme une blessure qui cicatrise mal. J'ai pris ma retraite. Fini les chiffres. Fini les colonnes Excel. Fini les journées de 10 heures.
Maintenant, je passe mes matinées sur ma terrasse, avec un livre et une tasse de thé. Je regarde les toits de Paris, les pigeons, les nuages. Clotilde vient toujours me voir. Parfois, on va au cinéma ou au musée. On marche dans les jardins du Luxembourg, en silence, main dans la main. Elle ne me pose jamais de questions sur Thibaut. Elle sait que c'est encore trop douloureux. Mais moi, je pense à lui, tous les jours. Chaque fois que je vois un jeune homme avec sa mère dans la rue. Chaque fois que j'entends un enfant crier « Maman !» Chaque fois que je passe devant un magasin de vélos. Les souvenirs reviennent. Les bons, les mauvais, mélangés, confus. Et je me demande, qui était le vrai Thibaut? Le petit garçon qui me serrait dans ses bras, ou l'homme qui m'a laissé brûler? Les deux peut-être. Thibaut m'écrit, une fois par mois, régulièrement, des lettres manuscrites, toujours sur du papier ligné. Au début, je les jetais sans les lire. Je ne voulais pas savoir, je ne voulais pas souffrir davantage. Mais après 6 mois, j'ai commencé à les ouvrir, pas toutes, juste quelques-unes. Quand j'en avais la force, il me parlait de la prison, de sa cellule, de ses codétenus, de ses journées monotones. Il me racontait qu'il suivait des cours, menuiserie, comptabilité, qu'il essayait de se reconstruire. Et à chaque fois, à la fin, il me demandait pardon. « Maman, je sais que je ne mérite pas ton pardon. Mais s'il te plaît, un jour, peux-tu essayer de me pardonner? Juste un peu ?» Je refermais la lettre, et je pleurais, parce que je ne savais pas. Je ne savais pas si je pouvais. Je ne savais pas si je voulais. Un jour, Clotilde m'a dit « Axel, tu devrais peut-être aller le voir. » J'ai relevé la tête, surprise. « Quoi? Aller voir Thibaut, en prison. Pourquoi ?» Elle a posé sa main sur la mienne. « Parce que tu portes cette douleur depuis 2 ans, et elle te détruit. Je te vois, Axel, tu souris, tu parles, tu vis, mais tu n'es plus vraiment là. Tu es prisonnière de cette haine, de cette colère. Je n'ai pas le droit d'être en colère? Si, bien sûr que si. Mais, à un moment donné, il faut choisir. Rester prisonnière de ta colère ou essayer de te libérer. Et comment je fais ça? En le voyant, en lui parlant, en fermant cette porte ou en la laissant entr'ouverte, mais en faisant un choix, conscient. Je n'ai rien répondu, mais ces mots sont restés. Pendant des semaines, j'y ai pensé, jour et nuit, voir Thibaut, lui parler, le regarder dans les yeux. L'idée me terrifiait. Et puis, un matin de septembre, j'ai pris ma décision. J'ai appelé la prison. J'ai demandé un parloir. Nom du détenu? Thibaut Petit. Lien de parenté? J'ai hésité. Sa mère. Le parloir a été fixé pour le samedi suivant. Clotilde a proposé de m'accompagner, mais j'ai refusé. Non, je dois y aller seule. Tu es sûre? Oui. Le samedi matin, je me suis réveillée tôt. J'ai mis une robe simple, bleue, celle qu'aimait Thibaut quand il était petit. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être pour me rappeler qui il était. Avant, le trajet jusqu'à la prison de Fresnes a duré 1 heure. 1 heure interminable. En arrivant, j'ai vu les murs gris, les barbelés, les grilles. Et j'ai pensé, mon fils est là-dedans. J'ai passé les contrôles de sécurité. Fouille, détecteur de métaux. Question. Puis on m'a conduite dans une grande salle. Des tables, des chaises, des familles, des femmes avec des enfants, des hommes âgés, des jeunes couples. Tous là pour voir un proche, un prisonnier. Je me suis assise à une table et j'ai attendu. 10 minutes, 15 minutes. Mon cœur battait si fort que j'avais du mal à respirer. Et puis, la porte s'est ouverte. Il est entré. Thibaut. Mais ce n'était plus l'homme que j'avais vu au procès. Il avait pris du poids. Ses cheveux avaient poussé. Il avait une barbe. Il portait un jean et un pull gris. Il m'a vu. Et il s'est figé. Pendant quelques secondes, on s'est juste regardé. Puis il a marché vers moi, lentement, comme s'il avait peur que je disparaisse. Il s'est assis en face de moi. « Maman !» Sa voix tremblait. « Bonjour, Thibaut. Tu es venu ?» « Oui. » Il a baissé les yeux. Je n'y croyais plus. Je pensais que tu ne viendrais jamais. Moi aussi. Il a relevé la tête. Ses yeux étaient rouges, gonflés. « Merci. Merci d'être là. » J'ai hoché la tête, mais je ne savais pas quoi dire. « Comment tu vas, maman ?»« Je vais. Tu habites toujours à Paris ?»« Oui. Rue de la Roquette. C'est bien ?»« Oui. C'est calme. » La conversation était maladroite, forcée, comme entre 2 étrangers qui cherchent leurs mots. « Et toi ?» ai-je fini par demander. « Comment c'est, ici ?»
Il a haussé les épaules. C'est la prison. C'est dur. Mais je tiens. Tu suis des cours? Oui. Menuiserie. Et je lis beaucoup. Bien? C'est bien. Silence. Puis il a dit, Maman, je suis désolé. J'ai fermé les yeux. Je sais que je te l'ai déjà dit 1000 fois, mais je veux que tu saches que c'est vrai. Je suis vraiment désolé. Tellement désolé. Thibaut. Non. Laisse-moi finir. S'il te plaît. J'ai hoché la tête. J'ai tout gâché. Tout. J'ai écouté Bianca. Je me suis laissé convaincre que l'argent était plus important que toi. Et c'était faux. Tellement faux. Il pleurait maintenant. Tu étais tout ce que j'avais. La seule personne qui m'aimait vraiment. Et je t'ai trahi. Je t'ai abandonné. Je t'ai laissé. Sa voix s'est brisée. Je t'ai laissé brûler. Il a caché son visage dans ses mains. Je ne me le pardonnerai jamais. Jamais. Je l'ai regardé, cet homme brisé, mon fils, et j'ai senti quelque chose bouger en moi. Pas du pardon, pas encore, mais de la compassion. Thibaut, il a relevé la tête. Est-ce que tu comprends vraiment ce que tu m'as fait? Oui? Non, je ne crois pas. J'ai respiré profondément. Tu ne m'as pas seulement mise en danger. Tu ne m'as pas seulement trahi. Tu as détruit quelque chose en moi. Quelque chose que je ne retrouverai jamais. Quoi? Ma capacité à faire confiance, à croire que les gens que j'aime m'aiment vraiment. Il a baissé les yeux. Chaque fois que quelqu'un est gentil avec moi, maintenant, je me demande, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Parce que toi, mon propre fils, tu voulais ma mort, maman. Et le pire, tu sais ce que c'est? Il a secoué la tête. C'est que malgré tout ça, malgré la douleur, la trahison, l'horreur, je t'aime encore. Il a relevé la tête, les yeux écarquillés. Quoi? Je t'aime encore, parce que tu es mon fils. Et ça ne change pas. Même si je le voulais, j'ai essuyé mes larmes. Mais aimer quelqu'un ne veut pas dire lui pardonner, ne veut pas dire oublier, ne veut pas dire faire comme si rien ne s'était passé. Je sais, alors ne me demande pas de te pardonner. Pas maintenant, peut-être jamais. Il a hoché la tête. Je comprends. On est resté silencieux pendant un long moment. Puis j'ai dit, mais je peux essayer. Il a relevé la tête. Essayer quoi? D'accepter, d'avancer, de ne plus te haïr. Vraiment? Oui, parce que te haïr me détruit aussi, et je refuse de te laisser me détruire encore plus. Il a souri, un sourire fragile, triste. Merci, maman. Ne me remercie pas. Ce n'est pas pour toi, c'est pour moi. Il a hoché la tête. Je comprends. La sonnerie a retenti. Fin du parloir. Je me suis levée. Maman, est-ce que tu reviendras? J'ai hésité. Je ne sais pas. D'accord. Mais je ne ferme pas la porte complètement. Il a souri à travers ses larmes. Merci. Je suis partie, sans me retourner. Mais cette fois, ce n'était pas de la colère. C'était juste de la tristesse. Dans le train du retour, j'ai regardé par la fenêtre. Les paysages défilaient, les villes, les champs, les arbres, et j'ai pensé à tout ce chemin parcouru. Il y a 2 ans, j'étais accrochée à une gouttière, luttant pour ma vie. Aujourd'hui, j'étais dans un train, rentrant chez moi. J'avais survécu, pas seulement à l'incendie, mais à la trahison, à la douleur, à la perte. Et quelque part, j'étais fière de moi, parce que j'avais refusé de devenir comme eux. J'avais refusé de me venger. J'avais laissé la justice faire son travail, j'avais laissé le karma agir, et aujourd'hui, j'étais libre, pas complètement. Il y aurait toujours des cicatrices, des nuits où je me réveillerais en sueur, sentant encore la fumée, des moments où je verrais un père et son fils, et où mon cœur se briserait. Mais j'étais vivante, j'étais debout, j'étais moi, et ça, c'était déjà beaucoup. Quelques mois plus tard, j'ai reçu une autre lettre de Thibaut. Il m'annonçait que Bianca avait tenté de faire appel de sa condamnation, mais l'appel avait été rejeté. 20 ans, sans réduction de peine. Elle a tout perdu, maman. Ses amis l'ont abandonnée. Sa famille ne veut plus la voir. Elle est seule, complètement seule. Et tu sais quoi? Je ne ressens rien pour elle. Ni pitié, ni colère. Juste du vide. J'ai replié la lettre. Le karma avait fait son travail. Bianca, qui m'avait traité comme un obstacle, était maintenant seule, enfermée, sans rien. Thibaut, qui avait choisi l'argent, avait tout perdu. Et moi, j'avais perdu aussi. Mais j'avais gagné quelque chose. Ma dignité,
ma force, ma vie, et peut-être, un jour, la paix. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Certains l'appellent karma. D'autres, justice divine. Moi, je l'appelle simplement l'équilibre. On me demande souvent comment j'ai fait pour survivre. Je réponds toujours, je n'ai pas survécu à l'incendie. J'ai survécu à la trahison. Et ça, c'est beaucoup plus difficile. Aujourd'hui, j'ai 70 ans. 2 ans de plus que cette nuit de novembre. 2 ans qui me paraissent à la fois une éternité et un instant. Ma vie a trouvé un rythme. Calme, régulier, prévisible. Je me lève à 7 heures tous les matins. Je prends mon café sur la terrasse, face au toit de Paris. J'écoute les oiseaux. Je regarde les nuages, je respire. Clotilde vient déjeuner tous les mercredis. On cuisine ensemble. On rit. On parle de tout et de rien. Parfois, on ne dit rien. On reste juste là, côte à côte, dans un silence confortable. J'ai rejoint un club de lecture. Tous les premiers lundis du mois, on se retrouve dans une petite librairie du Marais. 8 femmes, entre 55 et 80 ans. On parle de livres, de vie, de perte, de renaissance. Et parfois, très rarement, je parle de mon histoire. Au début, je ne pouvais pas. Les mots restaient coincés dans ma gorge. La honte, la douleur, la peur d'être jugée. Mais un jour, une femme du groupe, Marguerite, 72 ans, a raconté son histoire. Comment son mari l'avait trompée pendant 20 ans. Comment ses enfants avaient pris le parti de leur père. Comment elle s'était retrouvée seule, à 60 ans, sans rien. Et à la fin, elle a dit « Mais vous savez quoi ? Je suis toujours là, et je suis plus forte que jamais. » Ce jour-là, j'ai compris quelque chose, que la trahison ne nous définit pas. Ce qui nous définit, c'est comment on se relève après. Alors j'ai raconté, pas tout, pas en détail, mais l'essentiel. Mon fils, la femme qu'il aimait, l'incendie, la trahison. Les femmes ont écouté en silence. Certaines pleuraient, d'autres serraient les poings. Et à la fin, Marguerite a posé sa main sur la mienne. « Vous êtes une guerrière, Axel. » J'ai souri. « Non, je suis juste une femme qui a refusé de mourir. C'est la définition d'une guerrière. » Depuis ce jour, je porte cette histoire différemment. Pas comme une honte, pas comme un secret, mais comme une preuve. Une preuve que je suis plus forte que je ne le pensais. Il y a 6 mois, j'ai fait quelque chose d'étrange. Je suis retournée à Maison Laffitte. Pas dans la maison. Elle avait été vendue, puis rénovée. De nouveaux propriétaires y vivaient maintenant. Une jeune famille avec 2 enfants. Mais je suis passée devant. J'ai regardé les fenêtres, le jardin, les rosiers que j'avais plantés. Et j'ai ressenti de la paix, pas de la nostalgie, pas de la tristesse, juste de la paix. Parce que cette maison n'était plus la mienne. Ce passé n'était plus le mien. J'avais tourné la page. Thibaut m'écrit toujours, 1 fois par mois, régulièrement. Maintenant, je lis toutes ses lettres. Il me parle de sa vie en prison, de ses progrès, de ses regrets, de ses espoirs. Il me dit qu'il a terminé sa formation en menuiserie, qu'il fabrique des meubles pour la prison, des tables, des chaises, des étagères. « C'est étrange, maman », a-t-il écrit récemment. « Travailler avec mes mains, ça m'apaise. Ça me donne le sentiment de créer quelque chose, au lieu de détruire. » J'ai pleuré en lisant ces mots, parce que j'ai vu. Pour la première fois depuis des années, j'ai vu mon fils, le vrai, celui qui était caché derrière la cupidité, la manipulation, la peur. Il était encore là, abîmé, brisé, mais encore là. Je lui réponds maintenant, pas à chaque lettre, mais de temps en temps, des lettres courtes, simples. Je lui raconte ma vie, mes lectures, mes promenades. Je ne parle jamais du passé, seulement du présent. Parce que le passé, on ne peut pas le changer. On peut juste essayer de vivre avec. Il y a 3 mois, Thibaut m'a demandé quelque chose. « Maman, est-ce que tu pourrais m'envoyer une photo de toi ? Je n'ai plus aucune photo. Et j'aimerais me rappeler ton visage. » J'ai hésité, pendant des jours. Puis, j'ai demandé à Clotilde de me prendre en photo, sur ma terrasse, avec mes géraniums. Un sourire discret, serein. J'ai envoyé la photo. 2 semaines plus tard, j'ai reçu sa réponse. « Merci, maman. » Je l'ai accrochée dans ma cellule, à côté de la fenêtre. Comme ça, tous les matins, quand je me réveille, je te vois, et je me rappelle pourquoi je dois devenir meilleure. Ce jour-là, j'ai pleuré, mais pas de tristesse, de quelque chose d'autre, d'espoir. Je pense souvent à Bianca, pas avec colère, plus maintenant, juste
avec une forme de pitié, parce qu'elle est seule, complètement seule. Thibaut m'a dit qu'elle avait essayé de le contacter, de lui écrire, de lui demander de l'aide. Il a refusé. Elle m'a utilisé, maman. Elle a utilisé mon amour, ma faiblesse, ma cupidité, et maintenant, elle n'a plus personne, même pas moi. La vie lui a tout repris, sa liberté, son argent, ses relations, et dans 20 ans, quand elle sortira, elle aura 52 ans, seule, sans rien. Le karma a fait son travail. Je n'ai pas eu besoin de me venger. Je n'ai pas eu besoin de haine. J'ai juste laissé la vie rendre justice. Il y a quelques semaines, une journaliste m'a contactée. Elle écrivait un article sur les victimes de violences familiales. Elle voulait m'interviewer. Au début, j'ai refusé. Mais Clotilde m'a dit « Axel, ton histoire peut aider d'autres femmes, d'autres mères, d'autres personnes qui se sentent seules, trahies, perdues. » Alors j'ai accepté. L'interview a duré 2 heures. J'ai raconté tout. L'incendie, la trahison, le procès, le pardon. La journaliste pleurait. « Madame Petit, comment avez-vous fait pour ne pas sombrer ?» J'ai réfléchi longuement. Je ne sais pas si je n'ai pas sombré. Je crois que j'ai sombré. Plusieurs fois. Mais chaque fois, j'ai choisi de remonter. Parce que je refusais de leur donner ça. Je refusais de leur donner ma vie. Vous ne les haïssez pas? Je les ai haïs. Pendant longtemps. Mais la haine, c'est comme un poison. Elle détruit celui qui la porte plus que celui à qui elle est destinée. Alors j'ai choisi de lâcher prise. Pas pour eux, pour moi. Et votre fils, vous lui avez pardonné? J'ai souri tristement. Le pardon, ce n'est pas un interrupteur qu'on allume d'un coup. C'est un chemin, long, douloureux, et je ne suis pas sûre d'être arrivée au bout. Mais je marche, tous les jours, un pas après l'autre. L'article est paru la semaine dernière. Depuis, je reçois des lettres, des dizaines de lettres, de femmes qui ont vécu des trahisons similaires, de mères qui ont été abandonnées par leurs enfants, de personnes qui ont survécu à des violences familiales. Elles me remercient. Elles me disent que mon histoire leur a donné de l'espoir, que mon courage les a inspirées. Et chaque fois que je lis ces lettres, je pleure, parce que je comprends que cette douleur n'était pas vaine, que cette trahison avait un sens, pas pour Thibaut, pas pour Bianca, mais pour toutes ces femmes, pour toutes ces personnes qui se sentent seules, qui pensent qu'elles ne s'en sortiront jamais. Mon histoire leur dit, si moi, j'ai survécu, vous pouvez survivre aussi. Hier soir, j'étais sur ma terrasse, le soleil se couchait, les toits de Paris étaient baignés d'une lumière dorée. J'ai pensé à tout ce chemin parcouru, à la jeune femme que j'étais, qui venait de perdre son mari, qui élevait son fils toute seule, qui travaillait 10 heures par jour, qui sacrifiait tout pour lui, à la femme que je suis devenue, qui a tout perdu, mais qui a tout retrouvé, différemment. J'ai perdu mon fils, mais j'ai gagné ma force. J'ai perdu ma maison, mais j'ai gagné ma liberté. J'ai perdu mes illusions, mais j'ai gagné ma lucidité. Et aujourd'hui, je suis en paix. Pas une paix parfaite. Il y a encore des jours difficiles, des nuits où je me réveille en sueur, des moments où la douleur revient, vive et brûlante. Mais je sais maintenant. Je sais que je suis plus forte que la douleur. Je sais que je peux survivre à tout. Parce que j'ai déjà survécu à l'insupportable. Et si un jour, quelqu'un me demande « Axel, qu'est-ce que tu as appris de tout ça ?» Je répondrai « J'ai appris que l'amour n'est pas toujours réciproque, que la famille n'est pas toujours un refuge, que les gens qu'on aime peuvent nous trahir. Mais j'ai aussi appris que je suis plus forte que je ne le pensais, que la dignité vaut plus que la vengeance, que le pardon n'est pas une obligation. Et surtout, que même dans les cendres les plus noires, une nouvelle vie peut naître. Thibaut sortira de prison dans 10 ans. Je ne sais pas si je serai encore là. Je ne sais pas si je voudrais le revoir. Je ne sais pas si nous pourrons un jour reconstruire quelque chose. Mais ce que je sais, c'est que je lui ai laissé une porte entr'ouverte. Pas pour lui, pour moi. Parce que fermer complètement cette porte, c'est fermer une partie de mon cœur. Et je refuse de laisser la trahison me voler ça aussi. Alors je vis, je lis, je marche, je ris avec Clotilde. Je regarde les nuages depuis ma terrasse. Je réponds aux lettres de ces femmes qui me remercient. Je vis, pleinement, librement, dignement. Et chaque matin, quand je me réveille, je me rappelle que j'ai survécu, que je suis là, que je suis vivante. Et ça vaut tous les pardons du monde.
Si mon histoire aide ne serait-ce qu'une femme à ouvrir les yeux, à trouver le courage de se protéger, à comprendre qu'elle mérite mieux, alors tout cela aura eu un sens, parce que nous sommes plus fortes que nous le croyons. Et même dans les flammes, nous pouvons renaître. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.